Madame, monsieur, bonsoir, c'est l'heure de votre rendez-vous quotidien avec l'actualité sur ATV. Au sommaire ce soir. Deuxième journée de mobilisation pour les agents pénitentiaires. Ils ont manifesté aujourd'hui devant la prison à Ducos. Dans leur viseur, un organigramme jugé incohérent et qui serait à l'origine d'une mauvaise organisation des effectifs. Dans ce journal aussi, l'homme accusé de viol et séquestration sur une femme vulnérable passe aux aveux. Entendu à la barre pour des faits qui remontent à 2018, il assume ses actes. Le compte-rendu d'audience à retrouver dans quelques minutes. Vous verrez que l'effervescence est au rendez-vous à l'approche des jours gras. Les magasins spécialisés et les vendeurs ambulants font le plein. Tutus, chapeaux, paillettes, les carnavaliers ne veulent manquer de rien. Et on débute donc avec cette nouvelle mobilisation devant le centre pénitentiaire de Ducos, où toujours à l'appel du syndicat UFAP-UNSA Justice, les agents ont affiché leur mécontentement ce matin. Depuis vendredi, ils pointent une opération d'extraction de détenus dangereux réalisée sans les effectifs nécessaires. Un dysfonctionnement qui serait lié à un organigramme incohérent. On fait le point avec Sandrine Claude. Les garanties obtenues la semaine dernière n'auront pas suffi à calmer leur colère. Ce matin, aux portes de la prison, syndicats et agents pénitentiaires de Ducos sont de nouveau mobilisés. Nous, c'est effectif ELSP qui a moitié. La question des effectifs est cette fois pointée du doigt. Plus tôt, une réunion a eu lieu en visio depuis Paris avec l'administration, sans pour autant satisfaire les organisations syndicales. Il était tout à fait normal qu'on se penche sur les effectifs dédiés à l'équipe locale de sécurité pénitentiaire. Il en ressort effectivement des incohérences dans la conduite des organigrammes de référence. Le fait que les effectifs n'aient pas été bien fléchés sont de nature à avoir impacté l'organisation du centre pénitentiaire. Dans un contexte de surpopulation carcérale avec des effectifs qui ne sont pas très bien, organisés, en tout cas, il est très clairement établi que l'administration, par ce fait, nous a créé un préjudice. Plus que la problématique des effectifs, c'est un mal-être général et des conditions de travail de plus en plus difficiles qui sont aujourd'hui mises en lumière. C'est une vaste blague. C'est mon nous des chiffres. Vous avez les situations visibles. Quand on va à l'extérieur, c'est une situation visible. Quand vous avez mes collègues ou quand nous-mêmes nous sommes à l'intérieur, il peut y avoir un embrasement, c'est des agressions qui sont en hausse, c'est des tensions à l'intérieur, c'est aussi des situations où nous avons moins de prise sur la population pénale et ça dégrade aussi les conditions de détention. C'est pour ça qu'on dit que ce n'est pas seulement un combat d'OS ou d'agents, c'est un combat pour que le service public pénitentiaire soit à la hauteur de ce que nous avons comme mission et que nous rendions un service honorable. Syndicats et personnel pénitentiaire entendent rester mobilisés, déterminés. Ils affirment vouloir maintenir le blocage. Et la grève est finalement suspendue après une nouvelle réunion avec Paris cet après-midi. Les syndicats doivent rencontrer la direction des services pénitentiaires d'outre-mer. Demain, ils décideront à l'issue de cette rencontre de la reprise ou non du travail. La mobilisation à la prison qui a un temps perturbé le programme du tribunal où s'est ouvert ce matin un procès très lourd. Un homme est jugé pour viol et séquestration sur une femme vulnérable en 2018. La première journée d'audience a été marquée par les aveux de l'accusé, le compte-rendu de Ryan Anias. Aujourd'hui s'ouvre à la cour criminelle de Fort-de-France le procès d'un homme accusé de viol et de séquestration. Des faits qui remontent à 2018 dans un foyer. La victime présente une déficience mentale. À la barre, un témoin décrit la scène après l'agression. Il évoque des cris à l'aide entendus depuis un autre bâtiment. Il parle d'un homme armé d'un couteau et d'un préservatif retrouvé dans la chambre. Des éléments sur lesquels la défense tente de soulever des zones d'ombre, comme la distance du témoin, la configuration des lieux ou encore la chronologie des faits. La cour entend ensuite la lecture des rapports, celui des intervenants qui fait état d'une victime choquée, blessée au visage, et d'un agresseur décrit comme masqué et ganté. Un rapport de la curatrice rappelle la grande vulnérabilité d'Angèle. Elle ne sait ni lire ni écrire et vit sous mesure de protection. Moment fort de l'audience, l'accusé reconnaît les faits. Il admet être entré armé d'un couteau, avoir attaché la victime et l'avoir agressée sexuellement. Il affirme être venu initialement pour voler des objets avant de passer à l'acte. La cour s'attarde longuement sur sa personnalité et son parcours, mais les débats se poursuivront demain avec les plaidoiries des deux parties.
L'actualité de ce lundi 9 février, c'est aussi le début officiel des vacances de carnaval. À une semaine des jours gras, l'effervescence gagne déjà les rues. De leur côté, vendeuses de pacotille et magasins spécialisés sont pris d'assaut, comme l'a constaté Jean-Marc Carton. Le carnaval 2026 se prépare déjà sur le terrain. Depuis 2 semaines, les vendeuses sont installées ici pour vendre leurs articles. Face à ces stands improvisés, les clientes viennent chercher des accessoires à petit prix afin de préparer leur déguisement. Je suis venue faire mon carnaval en Martinique, donc je suis venue m'équiper aujourd'hui. Tout ce qui fait déguisement, des collants, des jupes tutu, des hauts brillants. Je recherche un petit costume pour ma petite fille. Voilà, c'est tout. Elle aura une petite fête à l'école demain. Chaque année, à l'approche du carnaval, ces vendeuses s'installent le long des routes. Masques, chapeaux, paillettes et accessoires multicolores attirent une clientèle déjà en quête de déguisement. Les gens choisissent un petit peu de tout, mais il n'y a pas un truc spécial, il n'y a pas un article spécial. Des fois, les gens viennent pour regarder, après les gens disent « reviens après ». Si les ventes de pacotilles séduisent par leur proximité et leur prix accessible, d'autres préfèrent se tourner vers des magasins spécialisés pour compléter leur tenue. Je trouve mon bonheur parce que je viens de tomber dessus. Je recherche un haut à sequin pour faire un thème un petit peu particulier. Moi, je vais pas en soirée, je vais courir le vider. Il me manque beaucoup de choses. Des collants, des brillants. J'achète à la fois en magasin et chez les marchands, c'est en fonction de ce que je trouve. Je compare un petit peu les prix, la qualité, entre guillemets, et voilà, je fais mon choix. Pour ce commerçant, le carnaval demeure une période clé de l'année, portée par une forte affluence et un calendrier étendu jusqu'au 18 février. Depuis le mois de juillet qu'on commence à préparer le carnaval, c'est pas en mois de décembre qu'on va préparer le carnaval. Le chiffre d'affaires, c'est très particulier. Les gens, ils ont commencé à acheter, à dépenser. Ils se préparent pour les fêtes, pour les soirées, les jours gras. Tout le monde, il attend impatiemment. Du bord des routes au rayon des magasins de Fort-de-France, le carnaval 2026 s'annonce déjà très animé. Une effervescence commerciale à l'image de cette tradition populaire. Et le parcours des carnavaliers qui pourrait être facilité à Fort-de-France. Le Pass Carnaval 2026 promet un rendez-vous plus connecté, plus fluide et plus sécurisé. Avec près de 30 commerçants partenaires, un bracelet doit permettre de réaliser ces paiements en toute simplicité. Ryan Aneas et Loïc Régis. Et si cette année, un accessoire de carnaval servait à bien plus qu'à faire la fête? Pour cette édition 2026, un nouveau dispositif fait son apparition dans les rues de Fort-de-France, le Pass Carnaval. Un bracelet connecté, pensé pour simplifier la vie des carnavaliers. Il permet de payer plus facilement chez certains commerçants, mais aussi de renseigner des informations utiles en cas de problème. Un outil à la fois pratique et rassurant. Chaque carnavalier peut faire l'acquisition de bracelets comme celui-ci. Et avec ce bracelet, il a accès à une interface sur son téléphone, de passcarnaval.fr, pour pouvoir gérer son bracelet. En le chargeant en ligne, bloquer ce qui veut de mon Pass Carnaval. Et tu peux également activer le contrôle parental dessus pour permettre à tes enfants qui ont un bracelet entre mineurs par exemple, de pouvoir ne consommer que des produits autorisés aux mineurs. Donc pas d'alcool, pas de cigarettes, pas de drogue ou autre chose. Les parents pourront aussi renseigner leurs informations au cas où leurs enfants se perdent. Les adultes peuvent également indiquer leurs soucis de santé pour une meilleure prise en charge auprès des secours. Un système inédit pour le grand public, mais aussi pour les commerçants. Les équipes de Jonathan enchaînent les commerces pour procéder à plusieurs branchements pour la partie réseau Wi-Fi et faciliter également la vie des vendeurs foyalais. Son petit sac avec dedans son boîtier qui te permet de faire tes encaissements. L'objectif du dispositif est un peu de fournir en fait un Internet fiant pour les encaissements, notamment dans le cadre de notre dispositif. Donc aujourd'hui, là, j'ai un point d'accès Wi-Fi que je suis en train d'installer pour l'un de nos commerçants afin qu'il puisse être sécurisé sur sa connectivité réseau pendant le carnaval. Dans ce restaurant, en plein cœur de la capitale, le Pass Carnaval permettra d'attirer la foule sans problème de paiement lié à la connexion Internet. Il y a toujours des petits moments où ça peut déconnecter, surtout quand il y a beaucoup de personnes à Fort-de-France le mardi. Mais après, on est habitué. Mais là, on espère qu'on n'aura pas du tout ce genre d'événement. Ça va améliorer l'encaissement client, peut-être fluidifier aussi, on l'espère,
le passage des clients sur notre bar et puis potentiellement nous rapporter plus de clients surtout. Paiement facilité, meilleure connexion pour les commerçants et un outil pensé aussi pour la sécurité du public. Le Pass Carnaval 2026 marque peut-être le début d'une saison de fêtes plus connectée, sans rien enlever à l'esprit festif. Et vous le voyez, ce carnaval 2026 s'annonce haut en couleurs, mais aussi en bruit. Vous le savez, la période carnavalesque comporte son lot de risques, notamment pour nos tympans. Une campagne de prévention a donc été lancée en ce sens par l'ARS Martinique. On en parle ce soir avec notre invité, le docteur Joël Bocco. Docteur Joël Bocco, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes médecin ORL et vous interviendrez donc du 14 au 18 février sur un atelier prévention, finalement sensibilisation aux nuisances sonores, un atelier organisé par l'association ORL 972. Lorsque l'on parle de bruit du carnaval, on parle de quoi? Du vidé, des bradjaks, de tout en même temps? On parle de tout en même temps, on parle de tout, même pas seulement le carnaval, avant le carnaval. Les groupes ont commencé à faire des répétitions. Donc le bruit existe déjà avant le carnaval, pendant le carnaval, et puis plus tard, les conséquences peuvent survenir. Alors quels sont les dangers du bruit, du son? Quelle est la limite déjà à ne pas dépasser? Alors sachez une chose, qu'aujourd'hui, notre société a besoin du bruit. Attention, le bruit c'est un son gênant. Dès que ce son devient gênant, il devient un bruit et peut entraîner des conséquences aussi bien pour l'oreille que pour la santé en général. Pour l'oreille, lorsque l'oreille humaine est constituée pour supporter un son jusqu'à 80 décibels. 80 décibels. Passé 80 décibels, le reste devient nocif pour l'oreille, d'autant plus que l'oreille est constituée des cellules nerveuses qui vont capter le son et vont l'amener jusqu'au niveau du cerveau. Donc dès que le bruit devient fort, ces cellules sont détruites et ne se régénèrent plus. Par conséquent, on peut perdre l'audition. Mais avant de perdre l'audition, il y a certaines étapes qu'on passe d'abord. D'abord, après une exposition au bruit, nos oreilles commencent à siffler ou à boudonner. Ça s'appelle les acouphènes. Dès qu'on ressent ces acouphènes, c'est déjà une alerte. Ouais, c'est une première alerte pour se dire qu'il faut aller se mettre au calme. Il faut aller se mettre au calme. Parfois, ces alertes peuvent passer, parfois, ils persistent. Mais nous sommes tellement englués dans le bruit, dans les festivités, qu'on se dit, ah, écoutez, ça va passer, on continue. Oui. Non, justement, juste pour qu'on se rende bien compte, vous avez parlé d'une limite à 80 décibels. Oui. Dans un vidé, par exemple, on estime à combien la nuisance sonore? Alors, j'ai eu un collègue qui était dans le bêta-fait ce week-end à Fort-de-France, qui avait son appareil pour essayer de prendre les mesures. Il était à 117 décibels. Quelles conséquences à ce niveau de À 117 décibels, ça va détruire les cellules nerveuses, surtout si on est proche, surtout des enceintes qui envoient le son, c'est pas bien. Il y a une notion de temps aussi, plus on reste exposé à ce bruit, plus les risques sont importants. Il y a le temps, il y a la durée, il y a l'espace, il y a la proximité. Vous voyez, si vous êtes proche, l'oreille aura forcément des répercussions, pas que sur l'oreille. Là, on n'est que sur l'oreille. Donc, s'il y a les acouphènes, après les acouphènes, l'audition va commencer à se dégrader. L'audition peut se dégrader brusquement, on aura une surdité brutale. Des fois, ça revient. Mais lorsqu'on continue à s'exposer à des fortes intensités, l'audition se dégrade complètement et on est dans le cas de déficience auditive qu'on appelle vulgairement surdité. Donc là, ce sont des conséquences irréversibles. Là, ce sont les conséquences irréversibles. Lorsqu'on vient au stade de surdité, alors ce sont des conséquences déjà irréversibles. Alors concrètement, comment se protéger? Alors, effectivement, en écoutant son corps, j'ai envie de dire, peut-être, lorsqu'on entend les acouphènes, comme vous me le dites, mais avant même d'arriver à ces acouphènes, est-ce qu'il existe des moyens de se protéger? Alors, le premier moyen de se protéger, c'est d'abord connaître son audition. Et pour connaître son audition, c'est très simple. Aujourd'hui, les autorités de l'hôpital Mango-Vucin, de l'hôpital de PZQ, du CHU, ont équipé le service d'ORL des appareils qui peuvent permettre de détecter le seuil auditif. Là, je leur dis merci. Des efforts continuent à être faits. La population le sait. Donc, la première des choses à faire, c'est d'aller contrôler son audition avant de rentrer dans le carnaval. Maintenant, si on ne peut pas avoir un rendez-vous à Mango-Vucin, on peut aller dans les cabinets privés d'audioprothésistes. Ils peuvent vous donner au moins une cartographie de votre audition. Là, vous le savez. Maintenant, vous ne le savez pas. Vous allez au carnaval. La première des choses, c'est de savoir que le bruit est nocif. Il faut se protéger. Et ces protections vont passer par des mesures qui sont simples. Mettre les bouchons, des casques. Et surtout, lorsqu'on s'expose au bruit,
il faut que de temps en temps, après 1 heure d'exposition, il faut essayer de faire ce que j'appelle un essuie-glace. Vous restez pendant 1 heure, vous vous retirez pendant quelques minutes, 20 à 30 minutes, et vous y retournez. Mais dès que vous commencez à sentir les premiers symptômes, vous avez parlé rapidement des bouchons, des casques qui sont véritablement efficaces. Oui, mais même aujourd'hui, il y a les audioprothésistes qui fabriquent des mesures, des bouchons sur mesure et qui protègent. L'une des populations les plus vulnérables, c'est quelle population? Ce sont les enfants. L'adulte choisit de rentrer dans le vide, mais l'enfant ne choisit pas. On l'amène à rentrer dans ce vide. L'enfant est fragile. Il n'a pas encore la constitution de l'adulte. Par conséquent, il est plus vulnérable que l'adulte. Une dernière question, docteur Joël Bocco. J'imagine qu'après ces périodes carnavalesques, vous remarquez en tant que professionnel des patients qui viennent plus nombreux qu'à l'accoutumée. Vous le mesurez, ça? Si, on le remarque. C'est pour ça qu'on a commencé par anticiper et c'est pour ça qu'on a créé cette association WEL 972. On sera, pendant les jours gras, sur la savane. On va porter l'information et durant tout le mois de mars, nous organisons une première opération. C'est la première qui se passe en Martinique, c'est le mois de l'audition. On va détecter, on va faire le bilan auditif pour le personnel du CHU, pour certaines structures, l'aéroport, certaines mairies. Et ensuite, nous avons un grand événement, c'est le village du carnaval, le village de l'audition, qui aura lieu le samedi 14 mars, de 9h à 14h, à Mango-Vicin, au niveau du pavé, du rôle de Mango-Vicin. J'invite la population à venir voir. On va parler de l'audition, on va parler du bruit, on va parler du presbyacousie, on va parler des appareils, on va même parler de l'implant cochléaire. L'implant cochléaire, c'est une technique qui permet de corriger les déficits auditifs. Et aujourd'hui, le CHU de la Martinique est la seule référence dans les Antilles de la Guyane pour s'occuper de cette prestation. Donc venez nombreux et vous aurez beaucoup de choses et vous allez apprendre beaucoup. Bien, merci beaucoup, docteur Joël Bocco. Nous ne manquerons pas de revenir vers vous pour ces différents rendez-vous. En tout cas, ils sont bien notés dans notre agenda. Merci d'avoir accepté notre invitation ce soir. Merci beaucoup. Les vacances de carnaval dont profitent aussi des jeunes joueurs de football pour s'approcher un peu plus de leur rêve ultime, devenir professionnels. Pendant 3 jours, ils participent au stage organisé par la Vianney Academy. Les images sont signées Sandrine Claude. Quand j'ai vu l'annonce sur les réseaux, je me suis dit que ce serait une bonne opportunité. Déjà pour me faire repérer, comme les matchs sont filmés, du coup je me suis dit ouais, je vais y aller pour m'améliorer. Ouais. On apprend de nouvelles choses venus de métropole, surtout que les coachs ils sont du haut niveau, ils sont sortis du haut niveau, du coup ils nous apportent de nouvelles notions. Ça peut m'apprendre à faire plus de déplacements, à m'améliorer. À marquer plus de buts. C'est un très bon coach, il est gentil, il nous apprend beaucoup de choses et j'aime bien quand je fais les entraînements avec lui. J'espère avoir une grande carrière, marquer beaucoup de buts et être une légende. Je suis le garçon qui veut demander, d'accord? Je veux faire 2 appuis derrière, tu m'envoies un ballon, j'avance, vas-y, j'avance, boum, ok? Les garçons sont hypés, j'ai envie de dire, et puis surtout, il y a du vrai niveau. Il y en a qui sont forcément meilleurs que d'autres, mais c'est assez hétérogène dans l'ensemble. Et on se rend compte par contre qu'il y a vraiment un besoin. Donc là, c'est sûr qu'il y aura un avant-après entre maintenant, ce matin, et mercredi soir, lors du match officiel, là où il y aura les recruteurs, où tout sera retransmis sur les recruteurs en métropole. Aujourd'hui, un jeune qui veut vraiment atteindre le haut niveau doit se complémenter en individuel. Et on utilise nous ce stage pour rassurer les familles, venir justement au contact de tout le monde, voir les gens dans le réel, et puis surtout, voilà, c'est un gage de réassurance. Mais on voit qu'il y a des joueurs aujourd'hui qui n'ont pas les bases, c'est-à-dire, je sais pas, la prise d'information, le fait de recevoir un ballon en mouvement, tout ça c'est des choses que les coachs ne peuvent pas apporter en collectif parce qu'ils sont pris sur 1500 autres tâches et nous c'est notre métier. Donc en fait c'est pas les clubs ou l'académie, c'est l'académie avec les clubs et c'est ça la recette magique. On est plus dans le garçon qui va être capable de faire la transition au bon moment. Un contre un on va le jouer, par contre quand il y en a 1, 2 qui commencent à faire. Sport toujours, il est temps de revenir sur les faits marquants du week-end. À noter notamment en football le faux pas du RC Saint-Joseph dans le choc de la 15e journée de R1. Retour également sur la suite des championnats en basketball et handball. Les précisions de Karil Chassol et Marc Michel.
Football, en recevant l'AS Mendezes, le Golden Lion avait l'opportunité de se rapprocher du podium. Mais il n'en a rien été. Les hommes de Fabrice Epernay, absents en raison du décès de sa mère, ne trouvent pas la faille. Résultat, les deux formations se quittent sur un score nul et vierge. Pas de vainqueur non plus dans le choc de cette 15e journée du championnat de Régional 1 entre la Samaritaine et le RC Saint-Joseph. Un résultat qui fait les affaires du club franciscain, vainqueur du club colonial 1-0. Score nul et vierge aussi entre l'Inter de Sétane et le club péléen. Victoire de l'Espoir et du Golden Star en fait partage des points entre le COT et l'Aiglon. Au classement, si le RC Saint-Joseph reste leader, il voit les franciscains revenir à 2 longueurs. Les clubistes complètent le podium. Suivent le Golden Lion, la Samaritaine et le club péléen. En bas de tableau, on retrouve l'US Robert, l'Émulation et toujours Lanterne Rouge, l'Aiglon du Lamentin. Handball masculin, à l'occasion de la 13e journée du championnat de pré-national, l'UJ Redoute recevait l'Étoile de Gondo. Une rencontre plutôt équilibrée qui a tourné à l'avantage des Foyalais et il s'impose 30-24. Victoire de l'USC Citron, du Club Sport, du Phénix franciscain et du Réveil sportif. L'USC Citron est leader avec 3 points d'avance sur l'UJ Redoute et 8 sur le Club Sport. Le Phénix franciscain qui est au pied du podium devance le FR Roche-Carré. En queue de peloton, on retrouve l'Étoile de Gondo et Dillon Doubout. Chez les femmes, cette 13e journée a vu les victoires de l'Entente Meg, de l'Arsenal, du Réveil sportif, de l'UJ Redoute et du Club Sport. L'Arsenal est toujours leader devant le Réveil sportif et l'Entente Meg. L'UJR est au pied du podium. L'AS Rapid Club et le SC Lamantinois ferment la marche. En basket féminin, à l'occasion de la 13e journée du championnat du pré-national, le Golden Star accueillait le Madin Grey. Des Foyalaises qui, si elles ont dominé la première mi-temps, ont montré un tout autre visage en seconde. Résultat, le Madin Grey s'impose 61-57. Le choc entre l'ASC Aigle Noir et l'Éclair est revenu aux Saléennes. Victoire aussi pour les Black Stars, le 24 et l'Aiglon. Les Saléennes prennent la tête du championnat devant les Gaumornaises et les Foyalaises. L'Aiglon et l'Arsenal sont en bas de tableau. Chez les hommes, pas de surprise, le Golden Star a rapidement pris la mesure du Madin Grey et au terme d'une rencontre maîtrisée, les Foyalais s'imposent logiquement 83-46. Le choc entre l'USAC et le Rebond Pilotin revient à ces derniers, victoire 85-75. Succès aussi pour la Gauloise et le Golden Lion. En dépit de sa défaite, l'USAC reste leader devant le Rebond Pilotin, le Golden Star et le Golden Lion. Un classement quelque peu tronqué, certaines formations ayant jusqu'à 2 matchs en retard. Comme chaque soir, on regarde ensemble le calendrier de l'EFS. Demain, vous pourrez donner votre sang sur le parking du supermarché Plibel Price à la zone du bac à Trinité de 8h à 13h30. Autre possibilité, la Maison du Don, immeuble Le Fils, quartier Dillon à Fort-de-France de 10h30 à 17h. Avant de se quitter, je vous rappelle la principale information de ce lundi 9 février. Les agents pénitentiaires mobilisés pour une 2e journée. Ils pointent un organigramme incohérent, responsable d'une mauvaise organisation des effectifs. Le mouvement est finalement suspendu ce soir. Et dans l'actualité internationale, un fourgon blindé attaqué à l'explosif dans le sud de l'Italie. Les braqueurs ont immobilisé leur cible en plein milieu de la circulation sur une autoroute. Aucun blessé n'est à déplorer. Ça y est, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi en notre compagnie. L'actualité continue sur nos réseaux sociaux et notre chaîne YouTube. À suivre, votre rendez-vous du lundi soir, c'est à nous. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain, même heure. Passez une excellente soirée sur ATV.